Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On continue les cartes joueurs de la boîte La Cité Engloutie. Aujourd'hui, deuxième vidéo consacrée aux chercheurs et on va voir, comme je disais hier, la carte à étudier du cycle. Donc, si vous voulez la découvrir en jouant, sautez cette vidéo. Si vous avez déjà découvert la carte ou que vous vous en moquez de découvrir avant d'essayer de la jouer, vous pouvez rester, vous êtes le bienvenu. Alors, le cadran des anciens, un soutien de niveau 0, qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'accessoires, trait, objet, relique et maudit, limite de 1 par deck, utilisation 0 charge, réaction après qu'un investigateur a échappé à un ennemi dans votre lieu, placez une charge sur le cadran des anciens. Ensuite, s'il y a au moins 4 charges sur le cadran des anciens, indiquez dans votre carnet de campagne que vous avez calculé la date du jugement dernier. Alors je pense toujours à un truc au moment où je fais la vidéo. Donc trait objet, ça se tuteur par exemple avec le sac à dos. Trait relique, ça se tuteur avec Eli Horowitz. Docteur Eli Horowitz, je crois que ça s'appelle exactement. Et je me souviens jamais quand ça s'appelle. Comment ça s'écrit, je veux dire. Voilà, c'est ça, Dr. Eli Horowitz. Voilà, après son entrée en jeu, vous cherchez un soutien relique parmi les 9 cartes du dessus de votre deck et vous lui attachez. Et ce soutien-là n'occupe aucun emplacement. Ok. Alors, le cadran des anciens occupe un emplacement d'accessoires. Donc il est en concurrence avec toutes ces cartes-là. Et moi, dans toutes ces cartes-là, celle que j'utilise le plus fréquemment, c'est le totem macabre, qui permet de booster les cartes compétences. Alors, c'est ce que j'utilise le plus, mais c'est pas quelque chose que j'utilise non plus très fréquemment. Totem macabre, c'est une carte que je vais mettre dans un deck de Minty-Fan, et je pense que c'est à peu près tout. Voilà. Mais à revoir les cartes, il y a aussi potentiellement, si vous faites un deck maudit, il y a les lunettes prismatiques, qui ajoute un pion maudit dans réserve du chaos, et qui vous donne un plus à votre enquête. Si vous révélez un pion maudit, vous pouvez incliner cette carte pour découvrir un indice supplémentaire. Donc, génération de pions maudits, boost pour l'enquête, et possibilité de trouver plusieurs indices d'un coup. Voilà. Ah oui, le matériel de chimie, vous enquêtez, et si vous réussissez du bon nombre, vous avez des bonus. Alors le cadran, après qu'un investigateur a échappé à un ennemi dans votre lieu, on pense tout de suite à Lucius Galloway, qui est le chercheur qui veut faire de l'évasion, pour avoir un indice bonus. Mais, point important, le cadran dit après qu'un investigateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de mettre cette carte-là dans le deck de l'investigateur qui s'échappe. Il suffit que l'investigateur qui fasse des évasions soit dans le lieu du porteur du cadran. On a donc une carte qu'on va charger en faisant des évasions. Et on veut mettre au total 4 charges, mais on n'est pas obligé de charger avec cette réaction. On peut utiliser d'autres capacités de charge, par exemple l'étudiant énigmatique, un allié qui a 3 secrets sur lui, en action rapide, j'espère que vous n'entendez pas mon enfant de gargouiller, en action rapide on l'incline et on déplace un secret ou une charge d'un soutien qu'on contrôle vers un autre soutien contrôlé par un investigateur dans le lieu. Alors lui, il a des secrets, donc il faudra trouver une autre source de charge, mais vous pourrez, une fois par an, déplacer une charge de la source vers le cadran. Et donc au bout de 4 tours, vous aurez chargé le cadran sans avoir eu besoin de faire des évasions. Il y a dans ce cycle, j'en parlerai je crois demain, trouver toutes les corrélations, un événement d'enquête, vous avez le droit d'annuler le premier pion chaos révélé pour ce test de compétence, le renvoyer dans la réserve du chaos et en révéler un nouveau. En cas de réussite à ce test de compétence, placez une charge ou un secret sur un soutien contrôlé par un investigateur dans votre lieu. En cas de réussite avec un écart exact de 1 ou 3, placez 2 charges ou 2 secrets sur ce soutien à la place. Potentiellement, 2 utilisations de trouver toutes les corrélations,
eh bien, en même temps que vous trouvez des indices, vous chargez le cadran. Cette carte-là est bizarrement puissante. Enfin, elle n'est pas super puissante, mais pour une ressource, on fait de l'enquête en mieux. Les mystiques ont recharge de niveau 2, on choisit un soutien sort ou relique contrôlé par un investigateur dans le lieu, et on révèle un pion chaos pris au hasard dans la réserve du chaos. Si c'est un symbole crâne, cultiste, tablette, chose ancienne ou tentacule, on défausse le soutien, sinon on y met 3 charges. Version de niveau 4, si on révèle un des symboles, on n'y met qu'une seule charge, mais sinon on en met 4. Donc recharge de niveau 4, en une seule action, on charge le cadran des anciens. Voilà. Et enfin, point important, autre carte, extatique. Si ce test de compétence est réussi pendant une enquête, placez une charge ou un secret sur un soutien que vous contrôlez. La version de niveau 2, c'est jusqu'à 3 charges et ou secrets sur des soutiens contrôlés par des investigateurs dans votre lieu. Et extatique a le trait entraîné, ce qui veut dire que ça se tuteur avec la perfection vient de l'entraînement. Donc 2 utilisations d'extatique de niveau 0, c'est la moitié des charges dont vous avez besoin. Et avec 2 utilisations d'extatique de niveau 2, vous avez un total de 6 charges, alors que vous en avez besoin de 4. Voilà. Et enfin, Akashi Oniele, elle a accès à cette carte-là, parce qu'elle a accès à toutes les cartes jusqu'au niveau 4 qui ont utilisation charge. Et là on a bien utilisation charge. Et Akashi Oniele fait entrer le cadran avec une charge dessus. Donc elle n'a besoin de charger que 3 charges. Et je le dis tout de suite avant d'oublier, comme les améliorations ont des charges, Akashi Oniele et qu'elles sont de niveau 4, elle y aura accès. Voilà. Donc la version de niveau 0, comme tous ces trucs à étudier, la version de niveau 0 n'apporte rien. Voilà, il faut faire quelque chose pour pouvoir marquer qu'on a étudié la carte, et ensuite on a accès aux améliorations. Première amélioration, le cadran des anciens, signe d'un cataclysme. Il coûte 3, 4 XP, toujours en emplacement d'accessoires, étudier limite de 1 par deck, utilisation 4 charges. Réaction, quand un investigateur échoue un test de compétence dans votre lieu, inclinez le cadran des anciens, scellez ici un pion révélé lors de ce test. Forcez, quand le round se termine, pour chaque pion chaos scellé ici, vous devez dépenser une charge ou libérer ce pion. Alors là, il y a une critique qui dit qu'on peut faire de cette carte quelque chose de complètement fumé, qui explique son raisonnement. Je trouve ça bizarre, alors moi j'ai mis une autre critique que je mentionnerai tout à l'heure. Mais en tout cas, donc on a une carte qui coûte 4 XP, qui coûte 3 ressources, et qui vous permet de sceller un pion qui était révélé lors d'un test échoué dans le lieu. Alors, si ce pion a fait échouer un test, c'est a priori que c'est un mauvais pion, qui a un gros modificateur négatif, ou qui a un effet du style révéler un deuxième pion. Ou alors ça peut être un pion qui n'est pas méchant, mais un test qui était très dur pour l'investigateur qui l'a effectué. Mais dans ce cas-là, on ne veut pas le sceller. On va utiliser le cadran des anciens pour sceller les pires pions. Et de ce point de vue-là, ça rappelle le saut du 7e cycle, du cycle de la civilisation biais, qui permet de sceller l'échec automatique. Et qui perd des charges sous condition. Quand il n'y a plus de charge, on remet l'échec automatique dans le sac du chaos. Voilà, donc effectivement avec le cadran des anciens, l'idéal c'est de sceller l'échec automatique. Et ça fait que, tant qu'il reste des charges, on n'a plus d'échec automatique dans le sac du chaos. Ça a un effet régulier dans le sens où tant qu'il y a des charges, le pion ne peut plus être pioché. Ça fait penser à Analyse, parce que Analyse, en repesant un indice sur son lieu, on remplace le pion qu'on vient de piocher par un autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Ah oui, évidemment, cette carte-là est plus puissante
est d'autant plus puissante qu'il y a 2 joueurs dans le groupe, parce que on va considérer qu'en un round, un investigateur fait 3 tests. Si vous jouez en solo, vous faites 3 tests, puis à la fin du round, vous retirez une charge. 3 tests, une charge, 3 tests, une charge, 3 tests, une charge. Et ensuite, 3 tests et vous devez libérer le pion. Donc en solo, c'est 15 tests. En duo, c'est 30 tests. Et en quatuor, c'est 60 tests sans, idéalement, l'échec automatique. Voilà. Et donc moi, bon, je l'ai noté, hein, vous pourrez le retrouver, mais mon petit commentaire. On a donc une carte qui va se déclencher quand on échoue en piochant un certain pion. Et cette carte-là perd des charges. Donc pour moi, l'idéal, la carte s'accorde le mieux avec un deck mystique. Soit en étant dans un deck de mystique, soit en étant dans un deck qui a accès à des cartes mystiques, soit en étant dans un deck, et en ayant un mystique dans le groupe. Parce que les mystiques ont le miroir de divination. Réaction, après qu'un test de compétence dans votre lieu a débuté, inclinez le miroir de divination et dépensez un secret, effectuez immédiatement l'étape révéler le pion KO du test avant d'attribuer des cartes, au lieu de l'effectuer après l'attribution des cartes. Donc miroir de divination, vous décidez de faire un test, par exemple, une attaque sur un ennemi, et vous vous demandez, est-ce que il faut que j'attribue coup vicieux ou pas? Vous piochez le pion, vous voyez que c'est un échec automatique, donc vous savez que vous allez échouer, et vu que vous allez échouer, faut pas attribuer le coup vicieux. Donc vous n'attribuez rien, vous échouez, sans perdre, sans gaspiller de ressources ou de compétences ou d'effets quelconques. Alors, vous avez quand même raté le test, mais maintenant, vous déclenchez le cadran pour sceller l'échec automatique. Les mystiques ont Olive McBride, ils doivent faire un test, ils choisissent un test qu'ils peuvent se permettre d'échouer, ils utilisent Olive McBride, ils révèlent 3 pions, -1, signe des anciens, échec automatique, ils choisissent le signe des anciens, imaginons que c'est Daisy Walker, alors je vais quand même vérifier. Daisy, dit quoi son signe des anciens? Ah non, il faut qu'il y ait une réussite. Bon, peu importe, en tout cas, le mystique va résoudre l'échec automatique et un autre. Il résout l'échec automatique, donc il échoue, allez hop, on scelle l'échec automatique. Et je donne l'exemple avec l'échec automatique, mais c'est valable avec le -4, le -6, le -8, ou un pion spécifique qui a un effet très désagréable du style pioche un deuxième pion, en cas d'échec subissez une horreur. Voilà. Mais les mystiques ont aussi, j'en parlais tout à l'heure, extatique, de niveau 0 ou de niveau 2, pour recharger. 3 charges sur le cadran, ça veut dire 3 rounds de plus, 3 rounds de plus, ça peut être 9 tests. Recharge, je le mentionnais tout à l'heure, si tout se passe bien, si on révèle pas un de ses pions, on met 4 charges, 12 tests. Voilà. Et, j'aurais pas dû fermer cet onglet, je disais donc, cette version du cadran peut être intéressante pour Daisy Walker, vu qu'elle a accès aux cartes mystiques jusqu'au niveau 2, donc elle a accès à extatique de niveau 2, elle a accès à Olive McBride, elle a accès à l'étudiant énigmatique, pour transférer des charges, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Elle a accès à recharge de niveau 2, elle a accès à un certain nombre d'éléments de charge, blablabla, et j'ai mis les cartes que j'ai mentionnées donc dans cette critique vont marcher sur les tests faits par un investigateur dans le lieu, pas forcément vous, ou sur un soutien contrôlé par un investigateur dans le lieu, pas forcément vous. Donc il est tout à fait possible de mettre le cadran dans un deck et les cartes mystiques dans un autre deck. Il est aussi tout à fait possible que ça soit le cadran
enfin que le cadran soit contrôlé par un investigateur et que ça soit l'autre qui échoue. Je l'ai pas mentionné, mais si vous jouez en binôme avec un survivant, les survivants ont plein de cartes, vous avez échoué, c'est pas grave. Par exemple, regardez ce que j'ai trouvé, t'as raté ton enquête, tu peux prendre 2 indices. Oups, t'as raté ton attaque, tu peux quand même infliger des dégâts de l'attaque. Et il y a tout un archétype, je cherche à échouer pour avoir des bonus, pour réussir par la suite. Typiquement, comment elle s'appelle déjà la factrice ça fait très longtemps que je l'ai pas joué, je m'en souviens plus. Je ne m'en souviens plus. Stella Clark. Voilà. Stella Clark, elle veut échouer une fois par round pour avoir des bonus liés à son échec, et ensuite, comme elle a échoué, elle a une action supplémentaire, donc elle n'a pas perdu d'action par rapport à si elle n'avait pas échoué. Voilà. Et je vais y arriver. Aussi, autre investigateur auquel on pense pas forcément, Akashi Onyele, que je mentionnais tout à l'heure. Elle a accès, donc je le disais, aux cartes avec utilisation charge jusqu'au niveau 4, c'est le cas du cadran étudié. Le cadran pour elle entre en jeu avec une charge supplémentaire, donc 5, donc il devient utilisable pendant 6 rounds. Si vous jouez en trio, 6 x 3 x 3, ça nous fait donc 54 actions. Alors à peu près, encore une fois, je considère qu'on fait 3 tests par round. Des fois on passe tout un round à piocher ou tout un round à se déplacer. Et Akashi Onyele a comme carte signature médium. Action rapide, incliné médium. Choisissez un soutien que vous contrôlez avec utilisation charge. Soit vous renvoyez le soutien choisi dans votre main, soit vous déplacez toutes ces charges vers votre réserve de ressources en tant que ressource et vous le défaussez. Donc, le cadran. Quand le round se termine, pour chaque pion scellé dessus, vous devez dépenser une charge ou libérer ce pion. Eh bien, si vous n'avez plus de charge, vous libérez les pions. Et ça se passe à la fin du round. Donc, quand il a plus de charge, ce que vous allez faire, vous choisissez un créneau d'action rapide, soit à la fin de votre tour, soit avant la dernière action de votre tour. Médium, vous le remontez dans votre main. Comme il remonte dans votre main, le pion qui était scellé repart dans le... Je dis des bêtises, à la fin de votre tour. Ouais. Donc, à la fin de votre tour, action libre, vous remontez le cadran dans votre main. Le pion est décellé, mais de toute façon, comme le cadran n'avait plus de charge, il aurait été décellé à la fin du round. Round suivant, vous commencez à jouer, vous le rejouez, soit vous faites un test que vous ne pouvez pas réussir, soit vous demandez à un autre investigateur de faire un test, bon bref, vous scellez le pion, et voilà, il a été rechargé. Rechargé de 5, parce que chaque fois qu'il entre en jeu, grâce à la capacité d'Akashi, il a 5 charges. Et un truc que je n'ai pas mentionné, c'est quand un investigateur blablabla, il n'y a pas de limite de pions. Et aussi, il n'y a pas de limite, plus exactement, il n'y a pas de limite d'utilisation du cadran des anciens, c'est-à-dire que il faut incliner le cadran, donc vous pouvez sceller maximum une fois par round, mais vous pouvez un round sceller un pion, au round suivant sceller un pion, puis voilà. Et il n'y a pas de limite de nombre de pions qu'on peut sceller lors d'un test. Donc je reviens à Olive McBride, alors l'inversion niveau 2, ouais ça revient au même. Olive McBride, elle vous fait piocher 3 pions au lieu d'un et en résoudre 2 au lieu d'un. Donc, le mystique fait un test, il utilise Olive McBride, mettons que vous jouez en expert, il révèle 0-8 échec automatique, et c'est l'occasion, on utilise le cadran, on scelle le -8 et l'échec automatique, donc les 2 pierres pions, et on s'en affranchit quelque temps,
pour que tout le groupe soit beaucoup plus efficace et à attribuer, enfin n'ait pas la peur du moins 8, puisse garder quelques compétences pour plus tard. Voilà. Mais par contre, au moment de retirer, enfin à la fin du round, on retire une charge par pion qui a été scellé. Donc si vous scellez le moins 8 et l'échec automatique, chaque fin de round, vous devez retirer 2 charges. Si vous avez scellé 4 pions, vous devez retirer 4 charges. Sachant que vous avez toujours la possibilité de libérer des pions qui ont été scellés. Je crois que c'est dans le premier scénario. Alors, comment ça s'appelle ? Je crois que ça s'appelle le rassemblement. Le rassemblement. Voilà. Allez, mettons, vous jouez en difficile ou en expert. Tablette, moins 4, s'il y a un ennemi ghoul dans votre lieu, subissez un dégât et une horreur. Vous piochez ça lors d'un test. Vous échouez à ce test, et ben vous allez sceller la tablette. Et puis, si vous comptez le nombre d'ennemis, à un moment donné vous dites, il n'y a plus d'ennemis ghouls dans la pioche du deck de rencontre. Donc j'ai plus besoin de sceller ça, parce que maintenant c'est plus qu'un moins 4. Et ben au lieu de dépenser une charge, vous le décellez. Voilà. Alors, on va quand même passer à la carte suivante, parce que il y a au total 3 améliorations. Le signe d'une aberration. Donc même coup, même nombre d'XP, même emplacement. Alors, c'est pas les mêmes icônes, mais les icônes sur une carte qu'on a en jeu, ça ne sert que si on a accès à bien préparer. Voilà. Donc là aussi, limite de 1 par deck, action, combattre ou échapper à. Quand vous révélez un pion KO lors de cette attaque ou tentative d'évasion, vous avez le droit de dépenser une charge pour annuler ce pion, le renvoyer dans la réserve du KO et en révéler un nouveau. Vous avez le droit de le faire n'importe quel nombre de fois. Si ce test est réussi, infligez un dégât à l'ennemi choisi. Enfin, l'ennemi ciblé, pardon. Donc, on a du combat ou de l'évasion. Alors, c'est fait avec sa compétence normale. Point important, notamment pour le combat, si vous faites cette action de combat-là, vous ne faites pas votre action avec autre chose. Par exemple, si vous avez une machette en jeu, la machette a l'avantage de vous donner un dégât, un dégât bonus, un dégât supplémentaire, si l'ennemi attaqué est le seul ennemi engagé avec vous. Donc, le cadran des anciens, quand vous combattez, c'est une attaque normale qui inflige qu'un dégât. Voilà. Mais vous avez la possibilité. Alors déjà, quand vous révélez le pion KO, vous pouvez dire il me convient pas, je dépense une charge, je l'annule, je renvoie dans la réserve, j'en révèle un nouveau. C'est-à-dire, c'est grosso modo l'effet d'analyse. Analyse nécessite de reposer un indice sur son lieu. Là, le cadran nécessite de dépenser une des 4 charges. On peut le faire autant de fois qu'on veut. Et ce qui est très intéressant, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez un chercheur qui est pas très bon en évasion, et le cadran lui dit, tu révèles un pion, il te convient pas, t'en révèles un deuxième, avec la première charge, la deuxième charge, la troisième charge, la quatrième charge. Bon, au final, vous avez pu révéler 5 pions. Normalement, vous avez quand même fini par réussir votre évasion. Point intéressant, si vous réussissez le test, que vous ayez dépensé des charges ou pas, vous infligez un dégât à l'ennemi choisi. Donc ça fait penser à coup vicieux ou à porte-flingue. Porte-flingue, si ce test de compétence est réussi lors d'une tentative d'évasion, la prochaine fois que l'ennemi auquel on a échappé subit des dégâts ce tour, infligez-lui un dégât supplémentaire. Et si ce test est réussi... il faut que je revérifie le timing, j'ai un petit doute. Alors, résoudre, déterminer la valeur de compétence modifiée, déterminer si on a réussi ou pas, et ensuite appliquer les résultats. Ok, donc je suis sûr à 99%, vous pouvez combiner le cadran et porte-flingue. Vous faites une évasion.
vous attribuez porte-flingue. Vous piochez le pion KO, vous résolvez les effets du symbole du pion s'il y en a, vous déterminez quelle est votre valeur de compétence modifiée, vous déterminez si vous avez réussi ou raté. Le porte-flingue vous dit s'il est réussi lors d'une tentative d'évasion, la prochaine fois que l'ennemi subit des dégâts, infligez-lui un supplémentaire. Maintenant, vous appliquez les résultats, et les résultats du test, c'est comme il est réussi, j'inflige un dégât avec le cadran. Comme j'inflige un dégât avec le cadran, j'ai le dégât bonus du porte-flingue. J'échappe à l'ennemi, je lui ai infligé 2 dégâts. Voilà. Voilà. Alors ça fait aussi penser, je trouve, au fidèle fouet de Monterey Jack. Le fidèle fouet, c'est une arme qui permet à Monterey Jack de combattre avec son agilité au lieu de sa force. Donc pourquoi ils mettent pas le lien vers Monterey Jack? Avec 5 au lieu de 2. Et s'il s'est réussi, soit on échappe automatiquement à l'ennemi, soit on lui inflige plus un dégât. Sachant que c'est du combat, donc si c'est réussi, ça inflige un dégât. Le fidèle fouet de Monterey Jack, c'est je fais mon test, j'ai réussi, je choisis d'échapper à l'ennemi auquel je viens d'infliger un dégât. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est encore une fois une carte qui semble taillée pour Lucius Galloway, parce que il veut s'échapper et réussir de 2. On a une carte qui lui fournit de l'évasion, qui lui donne une opportunité de remplacer un pion qui l'a fait échouer, ou qui lui a fait réussir de moins de 2, par un pion qui le fera réussir de 2. Et en plus, ses ennemis, il les blesse. C'est-à-dire que Lucius, il fait son évasion, si tout se passe bien, il a l'indice bonus, il a blessé l'ennemi, donc l'ennemi ne va pas l'embêter éternellement. Si c'est, je sais pas moi, une nuée de rats, il réussit son évasion de 2, il a l'indice, avec le cadran il inflige un dégât à la nuée de rats, elle est vaincue. Si c'est un ennemi qui est 3-3-3, eh bien, 3 utilisations du cadran des anciens et l'ennemi est vaincu. Et chacune de ces utilisations peut potentiellement fournir un indice. Donc ça fait du bon gain d'action. Alors, il est mentionné dans la critique, voilà, TLDR, donc Too Long Don't Read, autrement dit résumé, l'arme de choix, l'arme de rêve, pour combat déloyal, pour un deck combat déloyal, pour un deck de Lucius qui utilise combat déloyal, ou Amanda Berserk, ok certes, combat déloyal en tout cas, limite de 1 par investigateur, tant que vous attaquez, discutez ou tentez d'échapper à un ennemi incliné, vous gagnez +2 à votre valeur de compétence. Réaction, après que vous avez échappé à un ennemi, incliné combat déloyal, effectuez une action combattre contre cet ennemi. Ignorez le mot-clé distant pour cette attaque. Donc, vous utilisez le cadran pour échapper à l'ennemi. Si vous réussissez, vous l'inclinez. Comme vous réussissez avec le cadran déloyal, vous lui infligez un dégât. Et je sais pas si je l'ai déjà mentionné, si ce test est réussi, infligez un dégât à l'ennemi ciblé, il n'y a pas besoin d'avoir dépensé de charge pour ça. Donc, vous lui avez échappé, vous avez infligé un dégât à cet ennemi. Vous avez maintenant un ennemi incliné, et chaque fois que vous allez discuter avec lui, vous avez +2. Donc, si Lucius a des cartes de discussion, il va discuter avec cet ennemi et avoir un bonus. Mais, il y a aussi la réaction, il a échappé à l'ennemi, il peut immédiatement le combattre. Le combattre avec ce qu'il veut, y compris le cadran des anciens. Il a un bonus, voilà, parce que l'ennemi est incliné, et même si cet ennemi est distant, il peut faire une attaque.
Et si on revient au cadran des anciens, on refait l'attaque, on a le +2 de combat déloyal, on a la possibilité de remplacer un pion par un autre, et on a toujours le 1 dégâts bonus. Donc, Lucius, je regrette quasiment de l'avoir dit dans cette vidéo et de ne pas l'avoir gardé pour une vidéo combo. Lucius, il pioche pendant la phase des ennemis, la phase du mythe, un ennemi. Première action de son tour, il va utiliser le cadran des anciens pour faire une évasion. Donc il a son 5 de base, peut-être qu'il se donne des bonus, il fait une tentative d'évasion. Il réussit de 2 ou plus. Il a réussi, donc il inflige un dégât. Il a réussi de 2, donc il a un indice. Il va maintenant incliner combat déloyal. Il choisit de combattre. Il choisit de combattre avec le cadran des anciens. Il réussit son test. Il inflige un dégât de l'attaque et un dégât bonus à cet ennemi. Qui s'était déjà, je vais y arriver, pris un dégât lors de l'évasion. Or, l'évasion et le combat, c'est une seule action. C'est-à-dire que pendant cette unique action, Lucius a incliné un ennemi, donc pour le moment il n'a pas à s'en soucier, il a trouvé un indice, et il a infligé 3 dégâts à cet ennemi, ce qui va suffire quand même à tuer beaucoup d'ennemis. Voilà. C'est vrai que c'est très efficace. Et dernière version du cadran étudié, signe d'une révélation. Là, on a action rapide, lors de votre tour, inclinez le cadran des anciens et dépensez une charge, enquêtez. Quand des pions chaos sont révélés pour ce test, révélez X pions supplémentaires, X étant égal au nombre d'ennemis dans votre lieu. Choisissez un des pions révélés à résoudre et ignorez les autres. Et je me rends compte que j'ai oublié 2 choses. Donc cette carte-là vous fournit à 4 reprises, vu qu'il y a 4 charges, l'opportunité d'enquêter en action rapide. Ça fait penser au cryptographe, qui lui avait 3 secrets. Mais le cryptographe, on augmentait de 1 la valeur occulte du lieu. Là, non, la valeur occulte reste la même. Bon, le cryptographe est de niveau 0. Alors, autre chose intéressante, pendant l'enquête, vous allez révéler un ou plusieurs pions, un de base, mais peut-être que vous avez des effets pour révéler plus de pions, et vous allez en révéler autant, en plus, vous allez en révéler autant que le nombre d'ennemis dans le lieu. Donc, encore une fois, une carte qui vous incite à garder quelques ennemis en jeu, notamment pour ce genre de carte. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour ça ? L'énigme existentielle, un événement de niveau 1, discussion, choisissez un ennemi non élite dans votre lieu et effectuez un test de volonté ou d'intelligence de difficulté 8. La difficulté de ce test diminue de 1 pour chaque autre carte dans votre main. En cas de réussite, échappez automatiquement à l'ennemi choisi et attachez-lui énigme existentielle. L'ennemi attaché gagne distant. Donc vous attachez énigme existentielle à un ennemi chasseur. Alors, au moment où vous jouez ça, vous lui échappez, ok. Mais maintenant, comme il est chasseur, il continue à vous suivre, mais comme il est distant, il ne vous engage plus. Et donc, pour chaque utilisation du cadran des anciens, vous aurez cet ennemi qui vous donnera x égale 1. Donc, à chacune de vos enquêtes, en action libre, vous aurez le choix, vous aurez à choisir un pion KO parmi 2. On a aussi déconcerté, discussion, choisissez un ennemi dans votre lieu, effectuez un test d'intelligence de difficulté X, X étant la valeur d'évasion de l'ennemi choisi. En cas de réussite, découvrez 2 indices dans votre lieu. Ensuite, si l'ennemi choisi est non élite, échappez-lui automatiquement. Il ne se redresse pas lors de la prochaine phase d'entretien. Donc voilà, un ennemi incliné, un ennemi échappé, donc il ne peut pas effectuer d'attaque d'opportunité pendant ce round, et comme il se redresse pas pendant la phase d'entretien, pendant le round suivant. Voilà.
Donc c'est avec ce genre de carte-là et tous les effets d'évasion qu'on va augmenter la valeur de X pour augmenter son choix, enfin pour avoir plus de pions parmi lesquels choisir le pion qu'on veut résoudre. Alors, aussi un truc, oui, si vous choisissez le pion, vous avez la possibilité de moduler votre réussite. Ce qui permet, voilà, encore une fois, toutes les cartes qui vous demandent une réussite très précise, voilà, vous avez un ennemi distant dans votre lieu, X vaut 1, vous révélez deux pions, le -1 et le -3, et vous dites lequel des deux je veux résoudre pour tiens c'est pas là, je me souviens plus comment ça s'écrit, Antikythera, quelque chose comme ça. Antikythera, voilà, c'est ça. Donc vous révélez le -1 et le -3 et vous dites bon qu'est-ce que je veux, un indice supplémentaire, une carte et une ressource ou une action supplémentaire. Voilà. Donc vous allez, si vous avez des ennemis dans votre lieu, vous révélez plusieurs pions et vous n'en résolvez qu'un. Je l'ai déjà mentionné, il y a quelques cartes, alors moins que ce que je pensais initialement, mais qui jouent avec le nombre de pions. Le nombre de pions révélés, résolus, voilà. Il y a par exemple l'Oculus Mortum, un soutien qui a utilisation 0 preuve. Après que vous avez scellé, annulé ou ignoré un pion KO, inclinez l'Oculus Mortum, placez une preuve dessus. Réaction, quand un ennemi attaque un investigateur dans votre lieu, dépensez une preuve et inclinez l'Oculus Mortum, découvrez un indice dans votre lieu. Si cet ennemi a le trait Geist, infligez-lui un dégât. Donc, pour que le cadran soit efficace, vous maintenez des ennemis dans votre lieu, vous faites ça dans un duo entre un chercheur et un combattant tank, combattant qui a une bonne capacité d'encaissement. Il y a un ennemi, cadran des anciens, vous révélez deux pions, vous en ignorez un. Comme vous ignorez ce pion, vous mettez une preuve sur l'Oculus. Face des ennemis, l'ennemi attaque l'encaisseur, le tank. Vous dépensez la preuve, vous inclinez l'Oculus, vous avez un indice. Et bon, si l'ennemi est Geist, vous le blessez. Et si vous êtes Lucius, tour suivant, vous échappez à l'ennemi pour un indice, puis vous utilisez le cadran en action rapide, vous ignorez un pion et vous rechargez l'Oculus. Voilà. On a aussi la compétence confiance, un icône libre, un max attribué par test, pour chaque pion KO supplémentaire révélé lors de ce test de compétence, même s'ils ont été annulés ou ignorés, confiance gagne un icône libre jusqu'à un maximum de 3 icônes libres. Et si vous devez faire une enquête dans un lieu difficile, même si X vaut 1, vous avez ignoré un pion, donc confiance à 2 icônes libres, et vous choisissez le pion, et en plus vous donnez plus 2. Qu'est-ce qu'il y a à mentionner ? Oui. Comme vous choisissez le pion, vous pouvez calibrer votre degré de réussite, et augmenter vos chances de réussir largement. Donc toutes les cartes qui mentionnent la réussite par 2 ou plus, 3 ou plus, etc., synergisent bien avec le cadran des anciens version signe d'une révélation. Tout simplement l'étui à cigarette porte-bonheur de niveau 0 ou niveau 3, ou alors à ce test-là vous attribuez opportuniste, ou alors présence d'esprit, vous boostez votre test avec flambeur et comme vous réussissez largement, vous regagnez les ressources misées, etc. Voilà. Ensuite, c'est action rapide, enquêter. Et il n'y a pas de précision sur quand on peut le faire, or, il y a par exemple le limier. Limier invoqué dont je parlais dans une vidéo combo la semaine dernière, je crois. Limier invoqué, action rapide, lors de votre tour, sauf pendant une action. Là, c'est précisé que ça peut pas être pendant une action. Sur le cadran, ce n'est pas précisé, donc ça peut être pendant une action.
vous pouvez le faire pendant l'utilisation de la lampe torche. Vous enquêtez avec lampe torche, pendant la fenêtre d'action rapide, je sais plus où j'ai mis le timing des règles, là, voilà, c'est là. Pendant une fenêtre d'action rapide, vous utilisez le cadran, enquête, à la limite vous vous en moquez de révéler des pions supplémentaires, mais, en plus de l'enquête de la lampe torche qui se fait à valeur occulte -2, vous avez l'enquête du cadran des anciens qui se fait à valeur occulte -2. Et donc en une action, vous pouvez trouver 2 indices. Voilà. Et enfin, Agatha Crane, j'ai failli oublier. Quand votre tour se termine, si vous avez scellé, annulé ou ignoré au moins un pion KO à ce round, jouez un événement sort ou perspicacité depuis votre pile de défausse. Après la résolution de cet événement, retirez-le de la partie. Il suffit qu'il y ait un ennemi dans votre lieu, vous révélez 2 pions, vous en ignorez un, fin du tour, vous utilisez la capacité d'Agatha Crane. Voilà. Allez, on va passer au récap. Alors, le cadran des anciens non identifiés, comme la plupart des cartes à identifier, il vous sert à rien. Voilà. Le fait que ça se déclenche lors d'une évasion, ça semble plus approprié dans un deck qui fait de l'évasion, ou en tout cas si dans votre groupe il y a un investigateur spécialisé en évasion. Maintenant, c'est absolument pas nécessaire d'utiliser la réaction pour le charger, vous pouvez utiliser des cartes de charge autres, et donc vous pouvez complètement ignorer l'effet, vous pouvez le mettre dans le deck, même si dans l'équipe, la logique c'est on n'échappe pas, on combat tous les ennemis. Ok. Les améliorations. La version signe d'un cataclysme, on va sceller un ou plusieurs pions maudits qui ont fait, pions KO, qui ont fait échouer à un test. Donc ça, mais par contre, à la fin de chaque round, chaque pion scellé nécessite de dépenser une charge si on veut pas que le pion retourne dans le sac du chaos. Donc le cadran des anciens, signe d'un cataclysme, l'idéal c'est d'avoir des effets de recharge, donc que dans le groupe, il y ait un mystique ou biclassé mystique avec recharge, avec extatique, avec... il me semble que j'en oublie une autre, voilà. Ça peut être très intéressant dans un deck Akashi Oniele. Alors, le fait que ça se déclenche quand un investigateur échoue, ça peut inciter à le mettre si dans l'équipe il y a un survivant qui va chercher à échouer à certains tests. Mais bon, c'est pas indispensable. Parce que dans une équipe autre, c'est quand même une carte qui potentiellement peut vous permettre de ne plus avoir à vous soucier de l'échec automatique ou d'un pion avec un très gros modificateur négatif, ça sera pour du difficile ou de l'expert, ou alors d'un pion spécial avec un effet très gênant, du style quand vous piochez ce pion vous subissez une horreur, ou quand vous piochez ce pion, je sais pas moi, votre prochain déplacement vous coûte une action supplémentaire, des choses comme ça. La version signe d'une aberration. Vous combattez ou vous vous échappez. Si le pion KO que vous avez pioché ne vous convient pas, vous pouvez le remplacer, autant de fois que vous le souhaitez, en dépensant une charge à chaque fois. Et si vous réussissez votre combat ou votre évasion, vous faites un dégât. Si le premier pion KO choisi vous convient, vous ne dépensez pas de charge. Le cadran, il n'y a pas besoin de l'incliner pour s'en servir, donc il peut servir plusieurs fois par tour. Chaque fois qu'on réussit, plus un dégât. Donc en fait on a... c'est vrai que je l'avais pas mentionné, mais pour un chercheur, c'est une arme, quoi. Alors, j'allais dire, c'est un petit peu ça peut être vu comme la machette du chercheur. Vous combattez, vous faites plus un dégât.
et en plus ça peut vous servir pour l'évasion. Donc c'est peut-être plutôt la canne épée du chercheur, à plus 1 dégât par utilisation. Voilà, donc c'est très efficace, surtout si vous combotez avec Hatchetman, je me souviens jamais comment ça s'appelle, porte-flingue, voilà. Donc très efficace si vous le combotez avec porte-flingue, avec coup vicieux, avec combat déloyal ou autre. Et enfin la dernière version, signe d'une révélation. Ouais, c'est ça, aberration puis révélation. Signe d'une révélation. Vous faites une enquête en action rapide et vous révélez des pions supplémentaires. Vous révélez autant de pions supplémentaires que d'ennemis dans votre lieu. Vous ne résolvez qu'un des pions révélés. Donc ça va être très efficace dans un deck d'enquêteurs qui maintient... Enfin, dans un deck d'enquêteurs, si quelqu'un dans le groupe maintient des ennemis en place. Lucius, Trish, Alessandra Zorzi, ou autre. Ou, comment il s'appelle déjà, Finn Edwards. Voilà. Vous économisez une action pour faire cette enquête, et vous augmentez vos chances de réussite. Et vous pouvez faire ça pendant l'action d'une lampe torche, donc à valeur occulte réduite, et vous pouvez par-dessus, par exemple, attribuer déduction de niveau 2. Donc en action rapide, vous faites une enquête qui a une valeur occulte diminuée de 2, vous attribuez déduction, je crois qu'il y a 2 icônes d'intelligence, vous avez la possibilité de résoudre un pion parmi 2, 3, ouais. Et si vous réussissez de 2 ou plus, grâce à déduction améliorée, vous avez un total de 3 indices en action rapide, et un 4e avec l'action de la lampe torche. Voilà. Dernier rappel, tous les exemplaires, enfin toutes les versions non étudiées et les 3 versions étudiées, entre dans un deck, Akashi Oniele. Elle les fait entrer en jeu avec une charge de plus, et en tant que mystique, elle a de quoi les recharger. Et il faut que je vérifie un petit truc, j'ai un doute. Alors, Précieuse Relique, il y en a 2 versions différentes, voilà. Précieuse Relique, limite de 1 exemplaire de la version d'une vie antérieure par deck. Là, il y a marqué limite de 1 par deck, donc limite de 1 cadran des anciens, pas limite de 1 cadran des anciens de ce type. Voilà. Mais en tout cas, chacune des 3 versions va être, je pense, extrêmement intéressante dans son style de deck. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, 55 minutes d'enregistrement, c'est bien assez. Prochaine vidéo, Pilon et Mortier, Oculus Mortum et Spécimen Surnaturel, si ma mémoire est bonne. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.